avons pas mal de personnes présentes et les personnes notamment que nous attendions. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin avec nous. Juste pour commencer... Pourquoi j'ai des choses ? Je vais vous demander de couper vos micros, sauf pendant que vous prenez la parole, évidemment, et vos caméras, afin qu'on puisse avoir surtout les intervenants, en fait. Et on va diffuser un PowerPoint également en même temps. Alors, j'ai le plaisir donc d'introduire cette conférence de presse au nom du collectif pour une nouvelle politique des drogues. Juste une petite information que j'ai effectivement oubliée. Je tiens à préciser que cette conférence est enregistrée et fera l'objet d'une diffusion en ligne par la suite pour avoir un maximum, les personnes n'étant pas présentes, pouvoir y avoir accès. Donc, le collectif pour une nouvelle politique des drogues est un collectif qui s'est un peu mis en forme à l'occasion du projet de loi intégrant la mise en place de l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants. Nous avions alors fait un livre blanc en novembre 2018 qui rassemblait le bilan un peu de déjà ces 40 ans à l'époque, plus de 40 ans de répression, et qui nous précisait en fait les recommandations par rapport à cette répression que nous dénonçons. Aujourd'hui, donc, nous nous rassemblons une nouvelle fois pour dénoncer, à l'occasion en fait des 50 ans de la loi de 1970 qui ont eu lieu le 31 décembre dernier, 2020. Juste pour vous rappeler du coup qui nous sommes 19 organisations au profil extrêmement divers. Vous pouvez voir d'ailleurs les logos que je ne vais pas tous citer parce que sinon je risquerais d'en oublier. En tout cas, on est une identité extrêmement variée avec des organisations représentant des usagers, des usagères, des avocats, des policiers, des magistrats et également des professionnels du soin et de la réduction des risques. Alors, comme je vous l'ai dit, malgré des fois les désaccords qu'on peut avoir, puisqu'on est extrêmement variés et au sein du collectif, nous avons aussi des débats. En tout cas, on s'entend sur une chose, c'est que cette politique est inefficace et on voulait en fait demander l'opinion des Français pour savoir ce qu'ils en pensaient, puisque nous sommes déjà positionnés. Donc, nous allons présenter les résultats d'un sondage. Je laisserai Jean-Maxence Granier, président d'Asud, préciser les contours de ce sondage. Puis, nous aurons la prise de parole de 3 personnes pour vous présenter ces différents résultats sous 3 angles qui nous semblent des angles majeurs, en tout cas importants, par rapport à cette question d'usage de drogue. Donc, tout d'abord, la question des personnes elles-mêmes, où Jean-Maxence Granier, donc, président d'Asud, prendra la suite et parlera au nom des personnes concernées. Ensuite, Catherine Delorme, vice-présidente de la Fédération Addiction, abordera l'axe de la santé. Et enfin, Bénédicte Desforges, fondatrice du collectif Police contre la prohibition, qui abordera l'axe sécuritaire. Nous terminerons enfin par un échange avec vous, un question-réponse. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le chat qui est déjà disponible. Sinon, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole et à ce moment-là aussi vous présenter pour préciser qui vous êtes. Voilà, je laisse tout de suite la main à Jean-Maxence. Jean-Maxence, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie de cette introduction. Donc oui, je suis l'actuel président de l'association Asud, Autosupport de drogue. Et donc le collectif m'a demandé de représenter ce point de vue et aussi de dire quelques mots du sondage sur lequel on va s'appuyer ce matin. Donc c'est un sondage qu'on a commandé à l'Institut CSA et qu'il a donc réalisé.
Ce sondage, il a eu lieu à la mi-décembre 2020, donc relativement récemment. Et donc, on s'est appuyé sur un échantillon représentatif France hein, d'environ 1000 personnes, assez classique, de même nature un peu que ceux qu'on utilise pour les sondages d'opinion politique, selon la méthode des quotas, hein, c'est-à-dire qu'au fond, les gens auxquels on s'est adressé pour répondre à ces questions représentent d'une certaine façon la population française. Voilà. Et donc, c'est ces données quantitatives sur lesquelles on va s'appuyer et appuyer nos propos ce matin. Et donc, c'est moi qui ouvre le bal avec deux premières données que je vais commenter. Donc, comme l'a dit Marie, hein, c'est effectivement l'anniversaire de cette loi de 1970 qui est là depuis 10 lustres. Hein, et évidemment, ce qu'on tient à souligner, c'est cette question de l'inefficacité au fond de cette loi. Et on voit qu'elle est très présente à l'esprit des Français. Donc l'usager de drogue reste au fond, comment dire, coincé dans cette double figure qui est celle de la délinquance d'une part et celle du malade d'autre part. Et reste aussi coincé d'une certaine façon, et c'est encore plus majeur dans les limbes de la citoyenneté, alors que, vous le savez, on décriminalise en Oregon comme on l'a fait il y a déjà une vingtaine d'années au Portugal. C'est pas du tout le cas chez nous, en France, hein, où on est encore dans une approche guerre à la drogue assez sommaire, hein, puisque la drogue c'est de la merde, comme disent certains de nos dirigeants, et voilà, et avec d'ailleurs un arsenal législatif renouvelé, avec par exemple cette amende forfaitaire sur laquelle on reviendra. Et évidemment des enjeux et des coûts qui vont bien au-delà de la question des coûts financiers que je vais aborder avec, je pense à ce dernier incident dont ce n'est pas le seul enjeu, mais qui a traversé la vie publique française, l'agression raciste d'une personne racisée par des policiers, et dont une des explications qui a été donnée était que cette personne avait donné l'occasion aux fonctionnaires concernés de humer une forte odeur de cannabis. Voilà, donc on voit que cette question, elle traverse toute la société et qu'elle suscite pas mal de problèmes. Hein. Je vais laisser les questions sanitaires et les questions d'ordre public à mes camarades qui vont l'aborder tout de suite, mais je voudrais vous aborder les choses sous l'angle des données clés de ce sondage et puis sous l'angle des usagers. Et dernière petite remarque introductive, on vit une expérience bien concrète et bien réelle, comme vous savez, d'épidémie majeure. Cette loi de 70, elle a été décidée dans l'urgence et elle a répondu à quelque chose qui était construit comme une épidémie. Dans les représentations qu'elle suscitait à l'époque. Je ne suis pas sûr que ça soit du même ordre et je ne suis pas sûr que cette réponse qui a cours depuis 50 ans soit la bonne et on est même sûr du contraire. Alors sur la question de l'efficacité, peut-être qu'on peut mettre le premier slide. Voilà, ça c'est vraiment une question clé hein, puisqu'il y a 2/3 hein, des Français qui jugent que cette approche par la pénalisation n'est pas efficace pour lutter contre la consommation de drogue. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui nous paraît important, peut-être un argument un peu différent de ceux qu'on entend, qu'on promeut d'habitude sur cette question-là. Voilà, avec une question très concrète, hein, combien ça coûte à la société, sachant évidemment que la question d'efficacité est centrale et que cette loi ne produit pas, hein, en termes d'usage, en termes de trafic, ne produit pas les effets escomptés alors qu'on la maintient sans la réinterroger. Elle ne réduit pas le nombre de consommateurs, elle ne diminue pas les trafics. Vous le savez, c'est étudié depuis longtemps, on a des chiffres de précocité
par exemple, très important, hein, c'est-à-dire que dans un pays comme la France qui a une loi très sévère, ça n'empêche pas les jeunes gens de commencer tôt à user de telle ou telle drogue. Et donc, il y a cet enjeu de l'efficacité opérationnelle de cette loi qui nous paraît problématique et qui ne donne pas lieu, ou qui n'a pas donné lieu à de véritables évaluations. Hein. On a l'impression qu'on est dans une pétition de principe où pour des raisons morales, on a décidé de cette direction et on ne la réinterroge plus depuis 50 ans, alors qu'évidemment, elle suscite des moyens financiers très importants sans fonctionner. On pourrait même dire l'inverse, hein, c'est-à-dire que l'approche prohibitionnelle conduit finalement à entretenir d'une certaine façon le trafic, les prix et l'intérêt à l'existence d'un marché noir, évidemment relativement massif. Donc il y a un enjeu d'évaluation de cette politique publique et pour être capable de chiffrer de manière un peu approfondie son coût réel. Et évidemment, ce coût, ce n'est pas seulement un coût financier direct, hein, qui est évidemment important. Bénédicte nous en parlera. Les forces de l'ordre consacrent du temps et de l'argent évidemment à ces enjeux, ou le coût sanitaire qu'abordera Catherine. Mais voilà, il y a aussi des coûts indirects sociaux, sociétaux très importants. J'ai évoqué à travers l'affaire Michel Zecler la question des discriminations raciales, la question des discriminations sociales qui sont entraînées, qui sont produites au fond par la prohibition. Et donc, c'est vrai que cette politique répressive, qui a tendance à plutôt s'accélérer qu'à se nuancer, elle a un coût très important en matière de violence policière, de défiance des populations, de fractures sociales et d'accès des populations concernées à une véritable citoyenneté. C'est la question des banlieues, c'est la question de ce trafic et effectivement des effets délétères qu'il peut avoir sur tel ou tel territoire. C'est au fond un coût sociétal, hein, qui est entraîné par la sorte de déni dans lequel la question de l'usage des psychotropes est tenue par la loi de 70 qui ne règle pas le problème, mais qui prétend le régler par le pur et simple interdit, si bien que tout ce qui est production et transmission de savoir autour de ces questions-là, que ça soit dans le monde, dans l'univers familial, dans l'univers social, que ça soit les savoirs psychosociaux, que ça soit les savoirs expérientiels des usagers, que ça soit les savoirs des scientifiques, tout ce travail qui existe reste cantonné à des cercles étroits et au fond, par la prohibition, on produit une société aveugle à ses propres pratiques, à ses propres besoins et à ses propres enjeux. Et évidemment, là cette question du savoir lui-même est tout à fait centrale. Voilà, donc il y a un enjeu sur l'évaluation de cette efficacité, il y a un enjeu sur l'évaluation des coûts directs et indirects qu'entraîne cette politique, évidemment en regard de l'efficacité qu'elle produit. Et c'est pour ça que peut-être on peut mettre le deuxième panneau que je voudrais commenter sur la perception des Français. Hein, plus de la moitié des Françaises et des Français sont qui ne soit pas centré sur la pénalisation. Donc on voit ici qu'on a quand même une majorité, même si elle n'est pas extrêmement marquée, de gens qui sont poussés à penser et à envisager cette question d'une façon différente. Et c'est évidemment cette dynamique que nous, on veut
continuer à encourager et à produire pour aborder les choses d'une façon différente. C'est clair que, et tous les acteurs qui sont autour de la table le savent depuis longtemps, hein, ces conférences de presse, ces prises de position, ces communiqués, ces auditions publiques, ces commissions parlementaires, il y en a eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines depuis 50 ans, des rapports en tout genre, des prises de position. Et d'ailleurs, très souvent, quand on regarde des acteurs qui se penchent, institutionnels ou non, qui se penchent de près sur ces questions, on voit que très souvent, effectivement, les conclusions amènent à remettre en cause cette politique de prohibition. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que ça reste au niveau de la décision politique totalement lettre morte, comme si au fond c'était le débat lui-même, hein, et d'ailleurs c'est dans la loi, était interdit et comme fort clos. Et le dernier point sur lequel moi je veux insister en tant que représentant ici des usagers, c'est vraiment sur la question de la citoyenneté. C'est-à-dire que cette politique de prohibition, elle produit au fond une forme d'exclusion, hein, de l'espace citoyen qui peut avoir des effets graves, voire très graves, pour toute une série de personnes, de l'usager ordinaire qui se voit dénier sa citoyenneté de ce point de vue-là, jusqu'à des usagers avec des consommations problématiques qui vont être eux-mêmes entraînés au fond dans une spirale, hein, de la délinquance, des délits, des traumatismes, de tout ce qui peut être associé aux usages problématiques et qui sont largement produits par ce contexte de prohibition. Donc, il y a une sorte de fragilisation, et quelquefois une fragilisation des plus fragiles, qui est liée à ce contexte, et de manière plus large, hein, c'est évidemment quand on pense aux jeunes générations qui sont souvent au cœur des préoccupations sur ces sujets-là, évidemment cette dimension délictuelle, avec, vous le savez, des amendes importantes et même une possibilité d'incarcération, met toute une série de gens à l'écart de la loi, alors même qu'ils entrent dans la vie sociale. Et là aussi, ça pose des questions de citoyenneté. Puis c'est une discrimination, au fond, liée aussi aux libertés de chacun. Et par cette prohibition, on construit au fond de la défiance et de l'exclusion de la vie citoyenne, et on met à l'écart, hein, au fond, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette expérience, hein, par exemple celle des usagers, qui est niée, hein, puisqu'il y a au fond cette double détermination qui est celle du délinquant et celle du patient, qui se font à l'exclusion du statut de citoyen que, évidemment, les usagers que nous sommes revendiquons. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment le point sur lequel je veux insister, c'est-à-dire à Sud, on pourrait définir son combat de cette façon-là, reconnaissance de la citoyenneté des usagers de drogue, en assumant d'ailleurs les deux versants de cette définition, aussi bien les usagers, je dirais, non problématiques, qui considèrent à leurs propres yeux que, voilà, que leur usage il est régulé, qui ne les emmène pas dans une spirale de difficulté, et qui revendiquent une forme de liberté individuelle et collective, et les usagers qui peuvent rencontrer des difficultés, qu'il ne s'agit pas évidemment de nier, qui sont aussi usagers du système de soins, avec les enjeux de réduction des risques, évidemment qu'on défend depuis longtemps, de questions de substitution, d'arrêt, etc. Il s'agit de penser les deux choses en même temps, de ne pas les confondre, mais de les articuler l'une à l'autre. Et le rôle que se donne à Sud dans le champ, c'est vraiment de défendre cette position de citoyenneté des usagers de psychotropes
en particulier illicites, puisque c'est ce qui nous retient ce matin, et du système de soins lui-même. Et évidemment, cette citoyenneté, elle est la condition, hein, et le moyen d'un débat, d'un véritable débat citoyen qui aurait vocation à nous impliquer pleinement. Voilà sur quoi je veux terminer, en vous indiquant d'ailleurs que le dernier, un de nos modes de communication, c'est le journal d'Assud. Le numéro 63 vient de paraître, et son dossier principal et sa couverture, c'est cette question de la guerre à la drogue. Si on veut inventer collectivement des régulations nouvelles et intelligentes, il faut s'inscrire dans un débat citoyen, et pour qu'il y ait un débat citoyen, il faut reconnaître cette citoyenneté à chacun d'entre nous, les usagers au premier chef, et donc sortir de cette approche de la prohibition. Voilà en quelques mots ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Merci beaucoup Jean-Maxence pour cette première partie. Nous passons tout de suite la parole donc à Catherine Delorme, vice-présidente de la Fédération Addiction, qui va nous présenter les résultats de 2 autres questions qui abordent sous l'angle notamment de la santé. Catherine, c'est à toi. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, merci. Et Marie et Jean-Maxence qui a effectivement commencé à définir, à dresser quelques aspects que je me propose d'évoquer, peut-être à partir des slides, Marie, si tu peux. Voilà, je vais le faire en courant. Alors déjà, pour dire qu'effectivement, pour rappeler quand même que effectivement la majorité des usages de drogue, pour reprendre le terme consacré, se passe bien, et que pour la majorité des gens, tout va bien. Nous, on voit plutôt les personnes pour lesquelles, enfin, ou encore, en tout cas, on tente de voir les personnes pour lesquelles ça se passe un peu moins bien, qui ont des difficultés, qui ont des conduites problématiques, qui peuvent mener jusqu'à la dépendance. Et effectivement, ce qu'on met en place, c'est, quand on parle d'intervention sanitaire, d'intervention en termes de santé, on parle bien évidemment du soin, c'est-à-dire des différentes prises en charge thérapeutiques, mais on parle aussi des mesures de réduction des risques et des dommages, et on parle des mesures de prévention. Et là, on voit bien qu'en effet, dans la question qui a été posée, l'échantillon représentatif par le CSA, on a un taux important, très majoritaire quand même, de Français qui jugent qu'effectivement, on ne met pas suffisamment en place d'outils de campagne et de prévention. Cet aspect-là est un aspect absolument important. Et là, quand on parle de prévention, on a tendance à cibler les jeunes, c'est vrai notamment, je reviendrai sur quelques éléments que Jean-Maxence a évoqués, mais on parle de prévention en général. On parle de prévention aussi auprès des populations adultes. Et je vais me permettre aussi, à certains endroits en tout cas, de dire que la réduction des risques, c'est aussi une partie de la prévention. Qu'est-ce que nous constatons, nous qui tentons de déployer des actions de prévention? Déjà, ce qu'on constate, c'est que la politique de répression des drogues consacre déjà beaucoup plus de moyens financiers à la répression qu'à la prévention, et dans des parts qui peuvent, selon les gouvernements et selon les orientations gouvernementales, plutôt d'ailleurs que les gouvernements, hein, selon les orientations gouvernementales du moment, on peut avoir des parts qui sont réservées à hauteur de 70% à l'aspect prévention, application de la sanction, et 30% à la prévention, dans le meilleur des cas, et on a aussi souvent 20% de prévention pour 80% de répression. Ça, c'est un aspect tout à fait important, parce que on voit du coup que la prévention, qui ne consiste pas seulement à dissuader des usages, mais au contraire à prendre en compte qu'en effet, il y a des usages qui se passent, il y a des usages qui se passent bien, il y a des usages qui peuvent être problématiques. Et que c'est là-dessus qu'on souhaite intervenir, pour faire en sorte que les usages ne deviennent pas problématiques, et qu'on reste dans la dimension d'un usage maîtrisé, d'un usage où justement les consommateurs gardent l'entier bénéfice de leur comportement, en minimisant tous les aspects qui sont plutôt les aspects dommageables, voire avec des conséquences qui peuvent être en effet tragiques.
La question de la prévention, du coup, elle est portion congrue malheureusement. Et en quoi la loi pénale rend difficile cette question-là, c'est qu'on sait très bien que il n'y a pas qu'une réponse dans la prise en charge des personnes qui ont une difficulté ou des difficultés avec les conduites addictives. Il y a la prise en compte, c'est plurifactoriel, les consommations problématiques ont des origines plurifactorielles, et en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à créer, c'est un environnement favorable. On parle effectivement en prévention de la création d'un environnement favorable pour justement rencontrer les gens, travailler avec eux sur des mesures qui leur permettront de réguler leurs usages sans avoir peur, en effet, d'une quelconque répression. Et là, force est de constater, du côté des soignants, du côté des gens qui font de la prévention, que, en effet, la loi empêche. La loi pénale empêche, rend compliqué cette rencontre et donc rend compliqué les mesures de prévention. Et la transcription, effectivement, de cette réalité, c'est que 73% des Français, en effet, estiment qu'il n'y a pas suffisamment de campagnes de prévention. Au-delà de la campagne, elle a un intérêt, la campagne nationale, la campagne visible, elle a un intérêt. Bon, par exemple, là, on est en plein dry January, pour donner un exemple, elle a l'intérêt de poser la question dans le débat public. Justement, de poser la question à tous. Ces campagnes-là ne se suffisent pas à elles-mêmes pour rencontrer les usagers et les non-usagers, mais pour rencontrer toute personne potentiellement ou activement consommatrice et travailler avec eux et échanger avec eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi beaucoup à nous apprendre sur ce qui fait qu'on peut rester dans des comportements qui soient maîtrisés. La loi pénale, aujourd'hui, très clairement, nous, ce qu'on observe, et en effet depuis des années, c'est qu'elle empêche cette rencontre, c'est qu'elle vient l'interdire. Et pire que ça, elle vient subordonner l'action de santé publique à les mesures de répression. Je prendrai effectivement un exemple là-dessus qui est plus du côté deux exemples, pardon, qui sont plus du côté de la réduction des risques. Lorsqu'on a une politique ambitieuse et qui peut paraître risquée, en effet, à l'opinion publique, de déploiement de mesures de prévention et de prévention et de réduction des risques en santé publique. Et je prends l'exemple édifiant de la salle de consommation à moindre risque que d'aucuns journalistes ont qualifié de salle de shoot. On voit très bien que la question qui se pose, y compris au Conseil d'État, c'est que la loi pénale pourrait interdire cette mesure de santé publique, qui n'est pas une mesure confidentielle, cette mesure inscrite dans la loi de santé publique au motif même que les produits sont interdits et qu'il y a une forme du coup de subordination de la loi pénale de la loi de santé publique à la loi pénale. Ça, c'était pour souligner un premier frein. On peut peut-être du coup passer à la deuxième slide, Marie, je crois. Voilà, donc en droite ligne, effectivement, avec la question de la réduction des risques, 3/4 des Français considèrent que les mesures de réduction des risques actuelles sont insuffisantes. On a redéfini, enfin, il y a une redéfinition de la mesure de la question de la réduction des risques, qui est en fait, la réduction des risques, c'est en effet une politique, y compris de santé publique, qui est quand même intégrée dans la loi de santé publique depuis 2004, c'est pas tout à fait récent, même si on peut se plaindre que ça soit venu tardivement, mais en tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même quelques années, et c'est une politique, mais aussi tout un tas de pratiques, dans une visée, pour le coup, très pragmatique, qui consiste à réduire les conséquences néfastes d'une consommation, enfin de consommation de produits. Et donc, en effet, 3/4 des Français, c'est-à-dire qui rejoignent quand même pratiquement l'ensemble des professionnels et sans doute des usagers, considèrent que ces mesures-là sont insuffisantes. Et en effet, ce qu'on constate aussi, là où la loi continue de faire un frein, la loi pénale continue de faire un frein aux mesures de santé publique, c'est justement dans la difficulté d'aller rencontrer les usagers les plus consommateurs, et c'est-à-dire les plus exposés aux dommages. Je prendrai là aussi, à titre d'illustration, l'exemple de l'hépatite C. Vous savez que l'hépatite C, le virus de l'hépatite C, a été inscrit comme un enjeu majeur en termes de santé publique par la précédente ministre de la Santé, par Agnès Buzyn, qui avait pour orientation d'éradiquer
le virus, parce qu'on a les thérapeutiques qui conviennent, le virus de l'hépatite C en 2025. Ça fonctionne plutôt bien, c'est vrai, sauf que ça fonctionne plutôt moins bien auprès de la population de consommateurs de drogue qui sont effectivement les plus exposés par leurs usages à la contraction de ce virus-là. Et il reste une part importante dans cette population de personnes qui n'ont pas accès ou ne viennent pas auprès des dispositifs de soins. On voit bien comment là, ces mesures, et pour les questions qui sont liées à la peur de la répression, à la peur de la sanction, hein, et sur ces questions-là, on voit bien que du coup, on reste, et c'est là où effectivement Jean-Maxence c'est tout à fait pertinent de rappeler qu'on reste sur des questions majeures, qui sont des questions majeures en termes de santé, celles que je développe, mais aussi en termes de citoyenneté. Il y a une marge de la population qui n'a pas accès à ce traitement-là et qui ne nous permettra accessoirement pas d'atteindre cet objectif-là. Voilà, juste un mot, parce que excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire un peu plus tôt, mais un mot sur les questions de plus particulièrement de prévention, c'est-à-dire d'éducation préventive. Et là, je vise un peu plus clairement le public le plus jeune, celui dont faisait aussi mention Jean-Maxence précédemment. C'est que lorsqu'il s'agit de développer de l'éducation préventive, c'est-à-dire d'armer les plus jeunes à faire les choix les plus éclairés, qui ne consistent pas d'ailleurs systématiquement à rester abstinents toute leur vie. Ça, on sait que c'est c'est même pas de l'utopie, c'est de l'idéologie, etc. La majorité des Français consomment à un moment donné, même dans un usage d'expérimentation, des produits. Il s'agit justement, surtout pas de nier cet aspect-là, mais il s'agit de faire en sorte que l'usage, lorsqu'il se produit, soit le plus maîtrisé possible. Là, on a aussi un point d'achoppement assez important, puisque avec le maintien d'une loi pénale, il y a vraiment une difficulté à déployer, alors non pas un message, hein, mais des vrais, parce que le message, il reste, il n'est pas audible par tous et il reste plutôt maîtrisé par celui qui l'émet. Mais vraiment à travailler sur des programmes de prévention qui va justement permettre de permettre à ces jeunes-là de se situer, de trouver le milieu, en tout cas ce qui leur convient bien, entre risque et plaisir, etc. On est dans une confusion majeure entre l'interdit pénal et l'interdit éducatif. C'est-à-dire parce que la loi pénale prononce un interdit fort, fort avec toutes ses limites, hein, il dédouanerait du coup de travailler l'interdit éducatif. Cette confusion-là, elle est majeure et elle est majeure notamment auprès des professionnels qui encadrent un public jeune et notamment auprès des parents. On peut témoigner, nous, de l'impuissance des parents qui nous disent en même temps, si la loi est ce qu'elle est et qu'elle ne fait pas son boulot, comment voulez-vous que nous on intervienne? Voilà, ça c'est un frein majeur aussi, parce que du coup, l'interdit pénal vient empêcher aussi de travailler sur l'interdit éducatif et sur la maîtrise de ces comportements pour justement construire un environnement favorable qui soit favorable aussi à l'échange, qui soit favorable aussi à des questions de construction, de stratégie de régulation. Voilà, peut-être pour ne pas faire trop long. Merci beaucoup, Catherine, pour ces propos. Tu as été tout à fait dans les temps. Et je ne vais pas rester plus longtemps pour passer la parole tout de suite à Bénédicte Desforges, donc fondatrice du collectif Police contre la prohibition, pour aborder donc l'aspect sécuritaire sur l'usage de drogue. Bénédicte, c'est à toi. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, je vais tout de suite rebondir sur une phrase de Jean-Maxence Granier qui disait que cette loi ne produit rien au niveau de la consommation qui ne baisse pas, du trafic et du marché noir qui sont très prospères et qui ont toujours une longueur d'avance sur les dispositifs répressifs, qui sont très flexibles. Cette loi ne produit pas non plus de sécurité. Voilà. Et bon, on va rappeler en passant que l'usage de drogue est un délit. C'est un petit délit qui ne fait aucune victime. Alors, tout ce qui a été dit précédemment, nous, on le constate, flics et gendarmes, sur le terrain, évidemment. Mais l'impact de la répression sur l'usage de drogue
sur l'activité des policiers et des gendarmes est très fort. C'est-à-dire ça implique un engagement des effectifs qui est en fait démesuré. Quand on regarde l'État 4001, qui est la statistique de l'activité policière et des gendarmes, on peut voir que l'usage de drogue, et là je ne parle même pas des infractions à la législation sur les stupéfiants, mais l'usage de drogue représente une quantité phénoménale d'infractions relevées. C'est de l'ordre de plus de 50% sur le total de toutes les infractions. Alors c'est une répression, il faut savoir, qui sert incroyablement la politique du chiffre, parce que c'est une infraction qui est très facile à relever. Et tout ça, en fin de compte, pour alimenter une statistique de la criminalité. Ça n'a aucun impact. C'est même aux dépens de la sécurité publique. L'impact est également énorme sur les relations police-population, parce que c'est un délit en fait qui est prétexte à tout un tas de pratiques policières, au contrôle d'identité, qui, comme vous le savez, sont la seule activité policière qui n'est pas comptabilisée. Donc c'est beaucoup plus un prétexte à cette forme de contrôle social qu'à une répression sur l'usage de drogue qui est, comme ça a été très bien expliqué auparavant, totalement illusoire. C'est aussi une répression qui obéit à un ciblage de certaines populations, et donc qui n'est pas, qui est extrêmement préjudiciable au rapport qu'on peut entretenir avec la population, et notamment la population jeune et la population précaire. Alors, la sécurité, en fait, c'est un levier électoral. Et comme on a pu voir récemment toutes les déclarations du ministre de l'Intérieur, de M. Darmanin, avec ses fameuses opérations anti-stup, en fait, en réalité, l'usage de drogue et le trafic ont un impact essentiellement sur la tranquillité publique. Et ça explique très bien cette statistique que vous voyez à l'écran. 69% des gens doutent de l'efficacité pour lutter contre les trafics de drogue, parce qu'effectivement, il n'y en a pas. Le trafic est momentanément, enfin, quand la police intervient, elle interpelle et surtout les usagers de drogue. Les trafiquants ne restent pas en place et ne se font pas attraper aussi facilement. Je veux dire, la lutte contre le trafic, c'est une lutte au long cours, c'est une lutte de la police judiciaire, elle ne se fait pas sur le terrain. Elle est complètement disjointe de la loi contre laquelle qu'on réprouve, en fait. C'est pas du tout, ça se joue pas du tout sur le même registre. Donc, c'est comme je disais, c'est un trouble à la tranquillité publique, ça c'est certain, et on peut pas y être complètement, on peut pas ignorer ce trouble non plus. Alors, ce qu'il y a aussi, on nous a mis un dispositif répressif supplémentaire qui est l'amende forfaitaire délictuelle, qui en fin de compte augmente tout ce qui est toxique dans cette loi. C'est une répression qui est accrue, qui est systématisée sur les usagers, qui ne décourage absolument pas le trafic, et les dernières statistiques disponibles le montrent tout à fait. Et ça n'a pas de... Enfin, ça a un impact toujours encore plus négatif sur les usagers de drogue, qui sont la cible de ces amendes qui sont distribuées, mais complètement en dépit du bon sens, en fin de compte, quand on voit le peu de résultats de la répression sur l'usage. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, parce que je parlais de la communication du ministre de l'Intérieur, le sondage qui a été effectué, il a coupé les échantillons en deux. Il a informé une moitié des gens sur la loi en vigueur, et l'autre moitié
n'a pas été informé. Et en fait, on voit aussi qu'à force de communication sur les drogues, sur l'usage de drogue, sur les trafics de drogue, l'opinion est complètement mal informée ou désinformée. Et il suffit en fait d'expliquer un peu comment ça se passe et d'expliquer quelle est la nature de cette loi, sur qui elle pèse et sur quoi elle n'a aucune incidence pour que l'opinion, en fin de compte, se range à notre avis qui est qu'il n'y a aucune efficacité, mais vraiment aucune. Et c'est ça le problème, en fin de compte, de cette communication que moi je qualifie, enfin que nous, le PCP, on qualifie d'outrancière, c'est qu'elle n'est pas... enfin, on n'est pas du tout dans le vrai, en fin de compte. On est dans le fantasme, on est dans le présupposé, on est dans la diabolisation des usagers et des drogues, tout simplement, sur leurs dommages, sur la capacité des gens de maîtriser leur usage. Et en fin de compte, à la police et aux gendarmes, on leur demande de suivre ça. Et policiers et gendarmes qui manquent aussi, d'ailleurs, soit dit en passant, de formation concernant les usages de drogue et les usagers et comment se positionner par rapport à tout ça. Donc évidemment, côté police et gendarmerie, nous, on plaide pour la dépénalisation de l'usage de drogue parce qu'elle ramènerait quand même les forces de l'ordre vers leur cœur de métier, à savoir la vraie délinquance, dont le trafic, et ça apaiserait évidemment les rapports avec la population jeune, qui serait moins visée par les contrôles d'identité, voire contrôle au faciès à répétition, dont l'unique prétexte actuellement est la recherche de stupéfiants. Et évidemment aussi, on plaide pour la légalisation du cannabis et de la régulation d'un marché qui serait contrôlé par l'État. Alors évidemment, il ne disparaîtrait pas complètement et pas d'un seul coup, parce que des consommateurs, pour des raisons diverses, continueraient d'y acheter du cannabis. Et les mineurs constitueraient aussi une clientèle résiduelle non négligeable, pas loin de 20% d'ailleurs. Et pour rejoindre ce que disait Catherine Delorme, cette pénalisation, elle freine prodigieusement toutes les actions d'information et de prévention et de réduction des risques, parce que quand un usager rase les murs parce qu'il sait qu'il est un délinquant, ça rend pas... Voilà, je veux dire, tout ce qui est réduction des risques et information reste dans le domaine du tabou. Et pour finir sur la légalisation du cannabis, on peut aussi dire, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, qu'avec 1,5 million de consommateurs réguliers, toutes tranches d'âge et tout milieu confondus, on peut considérer qu'il s'agit d'un produit de consommation courante, dont on ne peut pas laisser la fabrication et la distribution à des réseaux criminels, parce que c'est ingérable pour la police, et que dépénalisation et légalisation, c'est... Nous, policiers et gendarmes, ce serait vraiment quelque chose qui serait du bon sens, mais améliorerait considérablement aussi notre travail sur le terrain. Je vais arrêter là, je préfère répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup Bénédicte pour ces points supplémentaires. Juste avant d'aborder les questions-réponses, et il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat, je tenais à présenter le dernier résultat de ce sondage qui est assez éloquent et fort, à savoir que plus de 80% des Français sont favorables à un débat sur les politiques des drogues, et en incluant l'ensemble des acteurs concernés. Donc que ce soit effectivement les usagers et les usagères, les personnes concernées, les médecins, les professionnels du champ de la réduction des risques, des policiers et donc tous les citoyens présents qui vivent et qui des fois effectivement sont confrontés à ces difficultés liées au trafic d'usage, par exemple. C'est toutes ces dimensions qui sont à prendre en compte. Donc ça nous semble extrêmement important et fort. Et pour conclure, je dirais finalement que nous sommes prêts en tant qu'organisation, et nous sommes prêts à
faire des propositions qui ont déjà été évoquées tout au long de cette conférence de presse. Les Français et les Françaises sont prêts, donc il faut y aller. Et nous espérons que qu'une politique pourrait être définie ensemble, qui ne soit pas basée sur la pénalisation de l'usage de drogue, qui a démontré son échec depuis 50 ans. Avant donc peut-être de passer la parole aux personnes qui lèveraient la main, j'ai noté 2 petites questions auxquelles peut-être je peux apporter rapidement des éléments de réponse. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole en vous présentant juste avant, à savoir effectivement qu'il y a une consultation citoyenne qui a été lancée la semaine dernière sur l'usage dit récréatif de cannabis dans le cadre d'une mission d'information parlementaire sur les usages de cannabis. Nous saluons cette initiative. Nous allons y répondre d'ailleurs et nous invitons les citoyens et les organisations à faire part de leur point de vue sur cet aspect-là. Il est peut-être dommage, mais c'est un premier pas, que ça soit centré sur un seul produit, le cannabis, puisque nous pensons qu'à partir du moment où effectivement on modifie le cadre d'un type de produit, ça va de toute manière changer le rapport aux drogues des Français, et il faut qu'on s'y prépare et il faut déjà y travailler et y réfléchir, sinon cela risque d'être une erreur de prise en compte et de sous-estimer ces questions-là. Ensuite, par rapport à un rendez-vous possible au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est auprès de monsieur Darmanin que nous aurons le plus d'écho. Nous pensons et nous faisons l'analyse que c'est davantage auprès des élus, auprès des parlementaires, qui d'ailleurs le montrent en ayant lancé cette mission d'information parlementaire, cette consultation citoyenne. Nous savons qu'il y a des élus locaux, des maires qui font part de leur volonté de changer. Il y a la ville également de Villeurbanne qui avait fait un débat sur les questions d'usage de cannabis qui ont été extrêmement productifs et intéressants et qui sont disponibles en ligne et qui montrent là aussi que les citoyens françaises et français sont prêts et ont envie de discuter de ces questions. Je m'arrêterai là et je laisse la parole. N'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Et je vous remercie dès à présent. S'il n'y a personne, qu'est-ce que je fais? En fait, bonjour, c'est parce que je ne sais pas où est le bouton pour lever la main. Donc... Ah, excusez. Allez-y, on vous entend, présentez-vous et posez votre question, je vous en prie. Je m'appelle Christine Julien, je suis rédactrice en chef pour Porphyre, qui est un mensuel destiné aux préparateurs en pharmacie. Donc, c'est un sujet que nous traitons régulièrement, justement pour ouvrir à la réflexion des professionnels de santé qui ont parfois une position, on va dire, un peu, peut-être pas très positive sur la notion de réduction des risques, on va dire. En revanche, ma question, elle est pour le collectif police. Est-ce que votre avis est majoritaire par rapport à l'ensemble des policiers et des gendarmes? Est-ce que c'est vraiment est-ce que votre positionnement, il est majoritaire? Non. Notre positionnement est même minoritaire, mais les policiers et les gendarmes, en fin de compte, la plupart ne connaissent pas bien la loi et ne connaissent pas non plus les modèles étrangers. Et on a mené un petit sondage parmi nos collègues que vous pouvez retrouver sur notre site. Et tout comme ce sondage d'aujourd'hui, là, qui vous est présenté aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en présentant certains modèles étrangers, et notamment le modèle du Portugal, où l'usage de drogue est complètement dépénalisé, où l'usage de drogue est sorti du champ pénal pour rejoindre le champ sanitaire quand c'est nécessaire, parce que, comme disait Jean-Maxence, et comme disait Catherine Delorme, la plupart des usagers de drogue n'ont pas de problème avec leur consommation. En fait, 9 usagers sur 10 n'ont pas de problème avec leur consommation, quelle que soit la drogue. Donc, et ils sont malgré tout des délinquants. Donc, oui, on a expliqué un peu à nos collègues comment ça pouvait se passer à l'étranger, et le modèle portugais, en fin de compte, il n'était pas forcément au courant, et ça les séduit.
parce que ne plus avoir à courir après des fumeurs de cannabis et se consacrer au trafic, c'est quand même beaucoup plus valorisant professionnellement. Donc, à cette question qu'on a posée, une fois qu'on avait exposé le modèle portugais, ils étaient tout à fait partants. Mais en l'état, non, notre position n'est pas majoritaire. Beaucoup de policiers continuent à dire qu'on a une position qui correspondrait à un laxisme, au laisser-faire et tout. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas du laxisme, c'est du raisonnable, vous voyez. Et il faut juste se poser la question, ce que nous, on a fait, ce que la réflexion qu'on a entreprise et la documentation qu'on a pu réunir et les conclusions qu'on en a tirées, eux, ils l'ont pas mené. Donc, mais bon, petit à petit, on attire des collègues. On n'est que 2 porte-parole à être visibles parce que c'est un sujet qui est très clivant et que nos collègues ne se prononcent pas facilement sur le sujet des drogues. Mais bon, voilà, on est un jeune collectif, on a 2 ans et on a nos collègues, on a des collègues qui nous rejoignent et pour nous, c'est l'essentiel. On démarre. Merci beaucoup, Bénédicte. Et c'est vrai que c'est une force de vous avoir parmi nous. J'ai le souvenir déjà d'il y a 5 ou 10 ans où nous espérions avoir des policiers à nos côtés et c'était pas le cas. Donc, c'est quelque chose de très enrichissant et d'important. Et même si c'est un début, justement. Alors, j'ai Monsieur Fred Le Breton de l'association Aide, si je me trompe, oui, qui souhaite prendre la parole. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Tout à fait. Ok, bonjour. Donc moi, c'est Fred Le Breton, je suis rédacteur pour le journal Remède de l'association Aide. J'avais une question par rapport au collectif. Comment les citoyens peuvent vous aider en termes de plaidoyer? Est-ce qu'il y a par exemple des formulaires types qu'ils peuvent envoyer à leurs députés, à leur maire, etc., pour porter ces messages? Alors effectivement, on a produit ces documents, le livre blanc, qui rassemble en fait effectivement des chiffres et des messages qui peuvent être des supports pour finalement convaincre leur politique et les élus. C'est sans doute aussi des outils qu'on a encore à développer pour qu'ils soient plus adaptés, peut-être plus synthétiques. On va poursuivre notre travail par rapport à ça pour que ça soit les plus adaptés possible pour diffuser l'information et la rendre accessible et que ça soit une information qui soit compréhensible. Ok, merci. Et je pensais aussi aux réseaux sociaux qui ont aujourd'hui une grosse puissance en termes de communication. Est-ce qu'il y a une campagne réseaux sociaux peut-être qui pourrait être envisagée autour de ce thème-là? Tout à fait, il y a une campagne qui est faite et qui commence en ce moment même, et qui présente et qui promeut les résultats de ce sondage. Donc n'hésitez pas à le relayer d'ailleurs les uns et les autres pour que ça soit le plus largement diffusé. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à solliciter si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y a une question sur le nombre de personnes incarcérées. Effectivement, il y a des chiffres qui sont d'ailleurs précisés dans le livre blanc. Il y a près de 200 000 personnes qui sont interpellées pour des questions d'infraction à la législation sur les stupéfiants. J'ai un petit doute, excusez-moi, sur les chiffres exacts des personnes qui sont finalement réellement incarcérées pour usage. Il y a souvent des Je peux prendre si je peux répondre. Ah oui, très bien, tout à fait. Vas-y Katia, je t'en prie. Bonjour, Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Donc sur les chiffres des incarcérations, on a des condamnations à des peines d'emprisonnement puisque, alors je vais faire distinguer l'usage et le trafic. Sur l'usage, il y a effectivement un grand nombre, 170 000 personnes interpellées chaque année, et des peines d'emprisonnement qui sont prononcées, pas forcément, qui sont parfois aménagées, donc ça veut dire que les personnes ne vont pas forcément aller en prison. Et puis on
a aussi des statistiques dans lesquelles on a de l'usage de drogue, mais il y a d'autres infractions qui ont été commises en même temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on dit que la loi qui prévoit une peine d'emprisonnement pour usage n'est finalement pas réellement appliquée parce que finalement on ne va jamais en prison simplement pour usage, c'est faux puisque il y a effectivement entre 100 et 150 personnes qui sont on va dire tout le temps en prison simplement pour avoir consommé de la drogue. Donc il y a bien des personnes qui vont en prison simplement pour usage et notamment on voit en région parisienne et à Paris un certain nombre de problématiques par lesquelles on répond à la comparution immédiate parce que on n'arrive pas finalement à prendre en charge ces personnes. Je pense notamment à la consommation de crack. Et on voit des personnes déférées au palais de justice et condamnées en comparution immédiate, par exemple à 3 mois d'emprisonnement ferme, qui sont des personnes qui sont parfois vivent à la rue, qui vont aller en prison pendant 3 mois, qui vont ressortir, qui vont être dans la même situation et qui vont à nouveau éventuellement être interpellées et réincarcérées. Donc là, on voit vraiment le caractère totalement absurde de ce type de réponse, de ce type de politique publique, puisqu'on ne va pas du tout juguler le problème. Ces personnes-là ne vont pas sortir de la consommation en étant en prison. En prison, l'offre de soins elle est moins importante qu'en milieu ouvert, malheureusement. C'est-à-dire que malgré les efforts qui peuvent être faits en prison, il n'y a pas réellement de médecins, ni d'autres personnels qui permettent de prendre en charge les personnes, et puis notamment toute la palette des réponses qui peuvent exister à l'extérieur, parce que c'est ça qui est important, n'existe pas en prison. Donc, on sait que ce type de réponse pénale ne va servir à rien. Mais voilà, les magistrats, ils ont une infraction qui réprime l'usage de stupéfiants, qui prévoit une peine d'emprisonnement pour des personnes qui n'ont pas de domicile, etc. Bah, à un moment donné, effectivement, il y a des peines d'emprisonnement ferme qui peuvent être prononcées avec un mandat de dépôt et les gens se retrouvent en prison juste pour avoir consommé. Donc là, on touche vraiment à l'absurdité finalement de notre politique publique. En milieu ouvert, on peut proposer aux personnes qui sont suivies toute une palette d'interventions. On sait maintenant que selon les problématiques, l'histoire, la famille, l'ancrage ou non dans une insertion ou pas de la personne, on va proposer des réponses différentes. Tout ça n'est pas accessible en prison et donc on ne peut pas régler effectivement les problématiques de ces personnes-là par cette réponse. Pour être plus large sur la question du trafic, j'avoue ne pas avoir les chiffres en tête. Ce qui est sûr, c'est que en matière de trafic de stupéfiants, les peines d'emprisonnement, c'est vraiment la norme, hein, c'est-à-dire que les juridictions prononcent des peines d'emprisonnement fermes et les gens vont en prison, là pour le coup, de manière tout à fait habituelle. C'est vraiment le type de réponse puisqu'on est sur, on met l'accent depuis des années et des années sur le fait que le trafic doit être très fortement réprimé pour être vraiment très dissuasif. On voit les limites de cette politique, d'abord parce que on arrive finalement qu'à vider la mer à la petite cuillère, on interpelle un certain nombre de gens, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent reprendre leur place, puis on n'interpelle pas tout le monde. Ces dossiers sont des dossiers complexes dans lesquels les investigations sont longues, pour pouvoir mettre à jour effectivement des trafics. Souvent, on n'arrive pas à remonter les trafics réellement jusqu'aux donneurs d'ordre. Donc, on a régulièrement devant les juridictions des trafics de taille moyenne, des trafics de cité qui effectivement empoisonnent la vie des gens. Et c'est sûr que la réponse pénale qui est apportée par la justice à ce type de fait depuis des années est une réponse extrêmement ferme. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées à des peines d'emprisonnement pour un résultat de la même façon qui malheureusement est nul. C'est-à-dire qu'on voit bien que les trafics, loin de là, n'ont pas été éradiqués. Merci beaucoup Katia pour ces précisions. Tu as toutes les compétences pour le faire. Je vois que Jean-Maxence a une peut-être dernière intervention et courte intervention à faire, parce que ça fait déjà plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Jean-Maxence, je te laisse la parole. Non, c'était pour dire un mot, rebondir sur les propos de Katia par rapport à cette question de la figure, par exemple, du toxicomane vulnérable, à la rue, précaire, mettons le craqueur du nord-est parisien, de dire à la fois que évidemment cette population-là existe, mais
du point de vue d'Assud, il y a une espèce de double occultation, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne concevoir la question de la prohibition des drogues qu'à travers cette figure, et donc on passe à côté de toutes sortes d'autres usages, y compris des usages non problématiques. Et en même temps, quand on considère ces personnes, on a tendance à ne regarder que la question des addictions et des usages et à sous-estimer toutes les autres vulnérabilités sociales ou sanitaires auxquelles elles sont exposées. Donc cette population existe évidemment, même si elle est limitée, ses conditions d'existence sont très difficiles. Donc notre position, c'est de ne pas s'enfermer dans cette image, mais par contre, évidemment, de considérer avec toute l'attention nécessaire à la fois la question des addictions et les autres questions qui concernent cette population-là, et en particulier celle de la précarité. Voilà. Merci beaucoup Jean-Maxence pour ces dernières précisions. Je pense qu'on peut clôturer cette conférence. Toutes les organisations du collectif sont à votre disposition si vous souhaitez avoir d'autres informations. Les contacts presse sont sur les communiqués de presse. Je vous remercie encore et donc voilà, nous sommes encore, et je le réaffirme, prêts à débattre, les Français et les Françaises aussi, pour changer et trouver une nouvelle politique des drogues. Merci à tous et bonne journée. Merci Marie.